Par chance pour Louis XI, pendant la guerre du bien public, aucun prince n'avait sollicité l'appui de l'Angleterre. Le comte de Charolais, en effet, Lancastre par sa mère Isabelle de Portugal, témoignait une haine viscérale aux York, alors au pouvoir outre-Manche. Le duc de Bretagne, pour sa part, apportait officiellement son soutien à Marguerite d'Anjou, comme l'essentiel des grands féodaux français. Par ailleurs, Édouard IV, roi d'Angleterre, était fort préoccupé de l'instabilité qui régnait dans ces contrées. Le parti du malheureux Henri VI, détrôné mais toujours actif dans le nord du royaume ainsi qu'en Écosse, ne se privait pas d'alimenter les troubles dans tout le pays. Par conséquent, en 1465, Édouard IV ne pouvait engager d'opérations militaires en France sans compromettre la solidité de son propre pouvoir. Il n'en avait d'ailleurs pas les moyens. En effet, la mandature du Parlement élu en 1463 devait s'achever en début d'année 1465. Le roi d'Angleterre convoqua donc un nouveau Parlement, lequel devait discuter, voter puis collecter les impôts de guerre nécessaires. Les latences parlementaires se chargèrent du reste, si bien que toute intervention armée à court terme s'en trouvait compromise. Enfin, la trêve qui liait l'Angleterre et la France ne devait expirer qu'en octobre 1465, ce qui retenait d'autant plus la main d'Édouard IV. À noter cependant que dès le 1er octobre, le précautionneux Louis XI s'empressa de proclamer une trêve perpétuelle avec les princes de la Ligue, avant de signer la paix dans les jours suivants. De fait, le souverain anglais ne fut heureusement pas en mesure de tirer profit de la guerre qui opposait Louis XI aux grands seigneurs français. Le 24 mai 1466, le roi d'Angleterre consentait à établir une nouvelle trêve de 22 mois, dont l'échéance était fixée au 1er mars 1468. Cet apaisement avec Édouard IV déplut notablement à la maison d'Anjou, que Louis XI avait toutefois entrepris de contenter. L'Angleterre n'était du reste pas la seule source de tension entre le roi de France et le parti angevin. Les revendications de l'illustre lignée sur Naples menaçaient directement la politique poursuivie par Louis XI en Italie. Le roi, en effet, grand admirateur des Italiens, veillait à préserver le fragile équilibre établi entre les cités-États depuis la paix de 1454. À ses yeux, la France devait assurer la stabilité de la péninsule par son arbitrage. Pour ce faire, Louis XI s'évertuait à exercer une emprise directe sur le gouvernement de Savoie, de façon à garder ouverte la porte de l'Italie, principale place industrielle et commerciale d'Europe de l'Ouest. Par son alliance avec Milan, son amitié séculaire avec Florence et des relations pacifiques avec Naples, le royaume de France se portait ainsi garant de la paix en Italie. Par conséquent, les ambitions angevines sur le trône de Naples portaient ombrage à celles du roi de France. Louis XI devait donc trouver un exutoire pour la maison d'Anjou. Or justement, la Catalogne, toujours en rébellion contre le roi Jean II d'Aragon, avait perdu son prince Don Pietro, mort en juin 1466. Barcelone, en quête d'un nouveau suzerain, se tourna donc vers la lignée d'Anjou, à qui elle proposa le trône de Catalogne. Avec l'accord de Louis XI, René d'Anjou succéda donc à Don Pietro en août 1466. Ce même mois, le roi de France accordait la main de sa fille, Anne de France, initialement promise à Charles de Bourgogne, au fils de Jean de Calabre, Nicolas d'Anjou. Le téméraire, dépité, comprit sans vraiment s'en étonner que Louis XI l'avait berné. Aussi, exploitant le désappointement de l'héritier de Bourgogne, Édouard IV d'Angleterre lui proposa la main de sa sœur, Marguerite d'York, en vue de sceller une alliance. Le 23 octobre 1466, les deux seigneurs signaient en secret un traité d'amitié et d'assistance mutuelle. Bien informé, Louis XI tenta tout pour s'aborder ce projet d'union anglo-bourguignonne. Au printemps 1467, sur l'insistance du roi de France, Édouard IV consentit à missionner le francophile Richard Neville, comte de Warwick, afin de discuter du projet d'alliance stratégique de long terme proposé par Louis XI. À Rouen, l'ambassade anglaise fut superbement reçue. Le 23 juin 1467, elle regagnait l'Angleterre chargée de produits français gracieusement offerts par le roi Louis. Ce dernier, en effet, souhaitait faire connaître outre-Manche la qualité des soieries françaises et profita de ce geste pour réaliser une démonstration de sa prospérité économique. Du reste, le roi de France se trouvait fort satisfait de l'accord conclu avec Warwick. Alliance franco-anglaise, trêve de 4 ans, accords commerciaux visant à dynamiser les foires du royaume, ce projet d'alliance était absolument remarquable. Il ne manquait plus qu'à le finaliser auprès d'Édouard IV. Or, ce dernier reçut les ambassadeurs français avec hostilité. Il quitta Londres sans laisser d'instructions et se contenta d'adresser à Louis XI des trompes de chasse et des gourdes sans valeur. Une véritable insulte diplomatique. Warwick, de son côté,
apprit bientôt que son souverain avait profité de son absence pour destituer son frère, Édouard Neuville, de son office de chancelier. Dès le mois d'août, le comte était à son tour révoqué. En réalité, Louis XI comme Warwick avait été dupé par le roi d'Angleterre. Au moment même où il affectait de négocier la paix et l'alliance avec la France, Édouard IV signait en fait une trêve avec le duché de Bretagne. François II ayant reçu le second terme de l'indemnité de 120 000 écus prévue par le traité de Caen, il n'avait plus grand intérêt à s'entendre avec Louis XI. Par ailleurs, le 15 juin 1467, Philippe le Bon mourait d'une pneumonie foudroyante à l'âge de 70 ans, faisant de Charles le Téméraire le nouveau duc de Bourgogne. Certes, dans les faits, le duc Philippe, fréquemment atteint de démence sénile, ne gouvernait plus depuis plusieurs années. Néanmoins, l'accession au pouvoir de son fils Charles institua une nouvelle unité politique en Bourgogne, franchement et ouvertement anti-française. Pire encore, le 6 juillet 1467 était signée une alliance militaire entre l'Angleterre et la Castille. L'appui de Louis XI aux prétentions du comte de Foix sur la Navarre n'était il est vrai pas très apprécié par-delà les Pyrénées. En outre, la Savoie elle-même s'armait contre la France. Au printemps 1466, en effet, Louis XI avait finalement relâché son beau-frère, le turbulent Philippe de Bresse, lequel croupissait dans ses geôles depuis 1464. Très soutenu en Savoie, ce prince dénonçait, assez légitimement, l'ingérence de la France dans la politique de son duché. Rendu à la liberté, Philippe de Bresse eut au fait de monter le duc et la duchesse de Savoie contre Louis XI. Les intérêts savoyards ne pouvaient tout simplement pas coïncider avec la ligne diplomatique exigée par le roi de France, en particulier à l'égard de l'inquiétant duché de Milan. Car le soutien des Valois au duc milanais n'avait pas pris fin avec la mort de Francesco Sforza en mars 1466, dont Louis XI fut singulièrement affligé. Le fils du duc de Milan, Galeas Sforza, reçut du roi Louis les mêmes prévenances. Ainsi, lorsque la Savoie déclara la guerre à Milan en février 1467, avec le soutien de Venise, Louis XI multiplia les appels à la paix. De fait, ne pouvant s'appuyer sur la France pour endiguer la menace milanaise, la Savoie opta donc pour un rapprochement avec la Bourgogne, qui se concrétisa par un traité d'amitié signé en mars. Puis, à l'été 1467, le duché de Savoie rejoignait définitivement la coalition anti-française en s'alliant officiellement à François II de Bretagne et à Charles le Téméraire. À partir de septembre 1467, Louis XI achevait donc de prendre fait et cause pour Milan contre la Savoie. En contrepartie, le roi attendait de Galeas Sforza un soutien inconditionnel concernant les revendications angevines sur Naples, de façon à enfin faire coïncider sa politique italienne et sa politique intérieure. Quoi qu'il en soit, en 1467, la France de Louis XI était complètement encerclée. L'Angleterre, la Castille, la Bourgogne, la Bretagne et la Savoie, soutenues par Venise, menaçaient le royaume de toutes parts. Pour le roi de France, il s'agissait désormais de se préparer au pire. L'encerclement du royaume étant complet, Louis XI ne devait pas commettre d'imprudence qui lui conduit à la guerre. Analysant froidement la situation, il identifia les principales fragilités de l'alliance qui s'était formée contre lui. D'une part, il savait que la communication entre ses ennemis était matériellement délicate. Il fallait en effet 15 jours à un cavalier pour traverser la France du nord au sud et la moitié pour gagner la Bourgogne depuis la Bretagne. Une coordination entre alliés s'avérerait donc difficile, de même qu'une intervention rapide en cas d'agression de la France. Par ailleurs, chaque messager au service de l'ennemi devrait nécessairement transiter par les terres françaises, ce qui constituerait pour les agents royaux une formidable occasion d'intercepter des missives, voire d'intoxiquer l'adversaire avec de fausses informations. Louis XI, en effet, était très redouté pour la qualité de son puissant réseau d'espionnage. Bien vite, sa réputation lui valut d'être comparé à une universelle araigne tissant sa toile partout. Par ailleurs, en septembre 1467, Louis XI savait que les souverains étrangers partis de cette coalition n'étaient pas en mesure d'affronter la France, en tout cas pas pour le moment. L'Angleterre, très affaiblie par la guerre des Deux Roses, n'avait pas les ressources financières suffisantes pour lancer une invasion. Charles de Bourgogne, de son côté, devait faire face aux convulsions des Liégeois, fort agités depuis la mort de Philippe le Bon. Quant à la Savoie et à la Castille, elle devait mettre fin à de graves troubles intérieurs avant de songer à la guerre. Louis XI avait donc le luxe de pouvoir attendre qu'une opportunité se présentât. De plus, il profita de ce répit pour préparer la défense du royaume. Pour ce faire, le roi devait avant toute chose accroître ses rentrées fiscales. Les finances royales, en effet, avaient été très éprouvées depuis la guerre du bien public,
du fait des nombreuses pensions, dots et indemnités versées aux différents lignages de France depuis 1465. Louis XI opta donc pour appliquer une crue sur la taille des gens de guerre, à savoir un prélèvement complémentaire visant à financer des dépenses exceptionnelles. L'opinion en tira la conclusion que la couronne se trouvait bien obligée de ponctionner le pauvre peuple en vue de satisfaire les exigences des rapaces de la Ligue du bien public. Aussi les contribuables payèrent-ils l'impôt avec aigreur, sans pour autant porter leur amertume contre le bon roi de France. Entre 1466 et 1468 néanmoins, les crues devinrent de plus en plus fréquentes, notamment dans les États de Languedoc, car Louis XI souhaitait vivement accroître les effectifs de ses armées. Il décida de doubler le nombre de ses francs archers en vue de le porter à 16 000 hommes. Puis il nomma des capitaines supplémentaires, chargés d'encadrer l'arrière-ban en cas de conflit. Enfin, il imagina la structuration de milices bourgeoises organisées sur base professionnelle, de façon à disposer d'une immense réserve d'hommes capables de défendre ses villes sans rien lui coûter. Louis XI tenta donc, quoiqu'avec circonspection, de réorganiser les milices parisiennes. L'appareil défensif du royaume fut ainsi raffermi en vue de soutenir une potentielle invasion. En octobre 1467, le duc de Bretagne, accompagné de son pion Charles de France, lança les premières hostilités. Assuré du soutien de ses alliés, François II conclut le 1er octobre avec Jean II d'Alençon un traité d'amitié par lequel ce dernier s'engageait à aider la Bretagne à reconquérir la Normandie. Le 11 octobre, Alençon était livré aux Bretons qui envahirent ensuite toute la basse Normandie. L'opération avait été bien préparée. En seulement quelques jours, toutes les places fortes normandes, sous le contrôle du roi de France, tombèrent entre les mains du duc de Bretagne. Ainsi la Normandie, reprise de façon spectaculaire par Louis XI en 1466, était de nouveau perdue fin 1467. Surpris par la rapidité de l'invasion, le roi s'abstint de toute réaction intempestive. Comme en 1465, Louis XI s'attendait à ce que l'assaut breton ne fût qu'un prélude à une attaque générale. Il ne comptait donc pas engager toutes ses forces en Normandie. En outre, le roi de France devait prendre les devants afin d'intimider les princes susceptibles de rallier le mouvement ou de contenir d'éventuels assauts. À cette fin, il chargea Antoine de Chabannes de s'établir en Champagne en prévention de toute intervention bourguignonne. En parallèle, le duc de Bourbon, posté dans le centre de la France, devait surveiller les seigneurs d'Armagnac, le duché de Bourgogne et la Savoie. Louis, de son côté, rassembla l'essentiel de ses troupes dans le Maine. Ce premier déploiement de force permit au roi d'étouffer dans l'œuf tout éventuel ralliement d'autres féodaux et, par conséquent, de circonscrire le théâtre des opérations à la seule Basse-Normandie. Dans un second temps, Louis XI ouvrit des négociations avec la Bourgogne, dont il voulait absolument éviter l'intervention. Il savait que le moment était malvenu pour le nouveau duc Charles, très affairé à établir son autorité sur des peuples survoltés. En effet, informé de la mort de Philippe le Bon en juin 1467, les sujets les plus récalcitrants de l'État bourguignon avaient profité du changement de suzerain pour émettre des revendications. Philippe le Bon, il est vrai, avait institué à la tête des corps de ville des notables à sa dévotion, totalement indifférents aux intérêts de la population. Une véritable fracture entre peuple et élite était ainsi apparue dans toutes les grandes cités du Nord, lesquelles étaient profondément attachées à l'autonomie de leurs gouvernements municipaux. De fait, dès son avènement en juin, le Téméraire fut séquestré par les Gantois, qui exigeaient l'abolition d'un traité imposé par Philippe le Bon à Gand en 1453. Charles accepta de souscrire à leur requête. Puis, le lendemain de cet incident, une série d'émeutes embrasa Malines, Brabant et Artois, dont les habitants protestaient contre la fiscalité abusive et la corruption généralisée des municipalités sous la férule ducale. Bien entendu, la sédition s'empara également des Liégeois, qui comptaient parmi les sujets les plus turbulents des dépendances bourguignonnes. En septembre 1467, l'évêque de Liège, Louis de Bourbon, haï de ses sujets, était ainsi chassé d'Huy, où il s'était replié en août. La situation étant devenue incontrôlable dans la région, le duc Charles rassembla une immense armée le 8 octobre, chargée d'écraser la rébellion une fois pour toutes. Par conséquent, pour la Bourgogne, une guerre avec la France n'était certainement pas la bienvenue. Louis XI décida donc de profiter du désarroi de Charles le Téméraire pour convenir d'une trêve. Début octobre, il chargea le connétable de Saint-Paul d'ouvrir des négociations avec lui.
le roi de France demandait à la Bourgogne qu'elle renonçât à son alliance avec l'Angleterre, qu'elle mit fin à son intervention contre Liège, allié de la France, et même qu'elle rétrocédât les villes de la Somme, arrachées en 1465. En réalité, Louis XI demandait beaucoup pour obtenir ce qu'il désirait vraiment, une trêve d'1 an qui lui eût permis de se saisir de la Normandie. Le duc Charles refusa toutes les exigences, mais concéda une trêve de 6 mois, avec possibilité pour la Bourgogne de porter secours à François II et Charles de France en cas d'agression de la France. Le roi, résigné, accepta cet accord, signé par le Téméraire le 17 novembre 1467. Toutefois, Louis XI ne fit pas cesser les opérations en cours en Normandie. Par précaution, il renforça les défenses de Paris en cas d'offensive bourguignonne. Le roi de France avait en effet appris que son cousin Charles avait écrasé l'insurrection de Liège le 12 novembre au terme de conditions draconiennes. Démantèlement des murailles de la ville, amende outrancière, révocation des institutions communales et suzeraineté directe des ducs de Bourgogne sur Liège, quoique le prince-évêque y fût maintenu pour la forme. En d'autres termes, dès novembre 1467, Charles le Téméraire avait désormais les mains libres pour se tourner contre la France. Du moins en principe, car c'était là oublier qu'après 7 semaines de combat contre les Liégeois, les caisses de Bourgogne étaient vides. Louis XI pouvait donc espérer profiter de ce point faible pour poursuivre la reconquête de la Normandie. Fin novembre, il tenait Saint-Lô, Falaise et Carentan. Puis, le 31 décembre, il signait la paix avec le duc d'Alençon. Le 25 janvier 1468, François II, se voyant totalement isolé face aux armées royales, conclut une trêve avec Louis XI, dont le terme, initialement fixé au 1er mars, fut prolongé au 1er juin. L'objectif du duc de Bretagne était de maintenir le roi sous pression, par des trêves très courtes, de façon à laisser le temps aux Anglais et aux Bourguignons de se joindre au conflit. Louis XI de son côté désirait une paix rapide, mais qui n'engagea pas la Normandie. En d'autres termes, le roi de France devait conclure un traité excluant l'objet même du conflit. À cette fin, Louis avait besoin très vite d'un argument de poids. Il lui fallait trouver le moyen d'invoquer une autorité supérieure à celle du roi lui-même, de façon à l'empêcher en droit de pouvoir céder la Normandie. C'est alors que Louis XI se souvint d'une déclaration que son frère, Charles de France, avait tenue en janvier 1466. Ce dernier, en effet, avait indiqué accepter la médiation des États généraux quant à l'octroi de son apanage. Autrement dit, si les États généraux suspendaient les droits de Charles de France sur la Normandie et y faisaient reconnaître ceux de la couronne, le roi lui-même n'aurait alors aucune autorité pour la détacher du domaine royal dans le cadre d'un traité. Convaincu du bien fondé de son plan, Louis XI convoqua donc les États généraux à Tours pour le 1er avril 1468. Au XVe siècle, la convocation des États généraux constituait un événement politique majeur, disposant d'une immense légitimité. Tous les seigneurs, jusqu'au roi lui-même, étaient tenus de respecter les vœux de cette assemblée qui, à l'époque, incarnait la voix du royaume. Les États généraux, en effet, rassemblaient les sujets dont la vie comptait réellement, à savoir des centaines de notables en mesure de peser sur les affaires politiques du pays. Issus de toutes les contrées du royaume, princes du sang, grands seigneurs, laïcs, clercs, prélats, représentants des bonnes villes, grands officiers et cours souveraines, furent conviés aux États généraux de 1468. Afin de légitimer l'Assemblée, Louis XI convia les délégués de 71 villes, tandis que 150 à 200 nobles et prélats firent le déplacement. L'objectif du roi, faire reconnaître son bon droit sur la Normandie par les États généraux. En vue d'éviter de mauvaises surprises, Louis XI prit naturellement ses dispositions. Ainsi, la moitié des nobles convoqués percevaient des pensions directement des caisses royales. Les prélats dépendaient également du souverain, qui pouvait leur retirer évêchés et bénéfices. Même les corps de ville étaient étroitement contrôlés par Louis XI. En outre, les plus fidèles firent le déplacement en vue de soutenir la position du roi. Par conséquent, la plupart des participants aux États généraux de Tours ne fit guère obstruction à la ligne défendue par Louis XI. Une courte session suffit, entre le 6 et le 14 avril 1468, pour que les États généraux condamnassent l'occupation de la Basse-Normandie par le duc de Bretagne. Ils actèrent que ce territoire relevait de plein droit de la couronne, aussi Louis XI était-il autorisé à le reprendre par la force des armes si nécessaire. Les États généraux limitèrent également les revenus auxquels pouvait prétendre Charles de France à 60 000 livres annuels, dont 12 000 en terre et le reste en pension. À noter à ce propos que le souverain pouvait, avec une facilité déconcertante, suspendre à tout moment le versement des pensions, contrairement à la saisie de terres. Limiter les revenus fonciers de Charles de France conférait donc au roi un redoutable moyen de pression.
Cette sentence des États généraux veillait donc à encadrer les prétentions du frère de Louis XI et à le placer sous sa coupe. Ainsi, lorsque le 28 avril 1468, des discussions étaient ouvertes avec les princes révoltés à Cambrai, les envoyés de Louis XI, appuyés par la délégation des États généraux, purent exclure sans détour l'aliénation de la Normandie à Charles de France. De fait, le frère du roi et son complice avaient perdu leur casus belli. Au lendemain des États généraux de Tours, les différentes factions ne savaient plus que faire. L'occupation de la Normandie par François II et Charles de France était devenue totalement illégitime. En tant que prince de France, il ne pouvait faire la sourde oreille aux injonctions des États généraux, dont l'autorité était considérable. Certes, les Bretons disposaient toujours de 300 lances en Normandie, mais la tournure des événements ne leur souriait pas. Tracassé, François de Bretagne demanda donc assistance au duc de Bourgogne et au roi d'Angleterre. Charles le Téméraire, duc de Bourgogne depuis près d'1 an, avait été retenu par les crises intérieures et les affaires françaises. Aussi n'avait-il pas trouvé le temps d'effectuer son entrée dans les villes de Flandre, de Brabant, de Hainaut, de Hollande et de Zélande, dont les États lui assuraient pourtant l'essentiel de ses subsides. Ayant grand besoin d'asseoir son pouvoir et de remplir ses coffres, le duc convint donc d'une trêve de 6 semaines supplémentaires avec Louis XI, jusqu'à la mi-juillet 1468, à la grande inquiétude de François II. Édouard IV d'Angleterre, pour sa part, s'engagea, par un traité d'assistance mutuelle, à fournir à la Bretagne 3000 archers en cas de besoin. Puis, le 17 mai 1468, le roi anglais obtint des communes 62 000 livres sterling de subsides en vue de renverser celui qui avait usurpé la couronne de France. Ce motif était pour le moins cocasse de la part d'un York devenu roi d'Angleterre après avoir déposé les Lancastre, qui eux-mêmes avaient usurpé le trône au Plantagenet, qui eux-mêmes étaient des jurés, illégitimes à ceindre la couronne de France. Toujours est-il que les Anglais se montraient de plus en plus menaçants. Devant l'hostilité croissante d'Édouard IV, Louis XI décida donc de faire monter la pression outre-Manche afin de détourner l'Angleterre de ses projets d'invasion. À cette fin, le roi de France mobilisa tous les leviers à sa disposition en vue de déstabiliser l'assise du roi Édouard. Si bien qu'à l'été 1468, des Lancastriens, largement arrosés par Louis XI et pilotés par Marguerite d'Anjou depuis le continent, vinrent troubler la paix en Angleterre. Au même moment, Louis XI tenta d'enflammer le pays de Galles en y faisant débarquer Jasper Tudor, le demi-frère d'Henri VI, cependant que le comte de Warwick, bien décidé à se venger du maître qu'il avait congédié, semait le désordre à Londres. À ces premières secousses, Louis XI ajouta une manœuvre de dissuasion. Pour intimider les Anglais, il fit rassembler à Chefs-de-Caux tous les navires disponibles, de façon à faire accroire que la France s'était dotée d'une redoutable force navale, capable de mener des incursions sur leurs côtes. Enfin, en juillet 1468, un incident vint malencontreusement achever de briser les plans d'Édouard IV. 4 navires marchands anglais, en effet, étaient arraisonnés par des vaisseaux du Danemark. Warwick, qui ne manquait pas de partisans à la cour, veilla donc à ce que l'affaire dégénérât et qu'Édouard IV entrât en conflit avec les Danois, vieux alliés de la Ligue hanséatique. Entraînant ainsi l'Angleterre dans un conflit stérile contre cette puissante ligue marchande, l'affaire vint brutalement perturber le commerce avec les Hanséates, très actifs sur les places de Bruges et de Londres. Par conséquent, fin 1468, Édouard IV se trouva subitement noyé dans un tel marasme qu'il ne put entreprendre sa coûteuse guerre contre la France. Malgré tout, le 3 juillet 1468, Charles de Bourgogne épousait Marguerite d'York. Ainsi, la résurgence de l'alliance anglo-bourguignonne, tant redoutée par Louis XI et Charles VII avant lui, était désormais une réalité. Or, si le mariage de Bourgogne et d'York était en soi une mauvaise nouvelle pour le roi de France, il constituait néanmoins une excellente opportunité. Le duc de Bourgogne, en effet, trop occupé à célébrer ses noces, ne se souciait guère de la lointaine Normandie. Le 15 juillet, à l'échéance de la trêve, il se trouvait toujours à Bruges, d'où il décida de se rendre en Hollande. En réalité, le Téméraire n'était pas inquiet quant aux agissements de Louis XI. Ce dernier, en effet, multipliait inlassablement les appels à la paix, ce que le duc de Bourgogne interprétait comme un signe de faiblesse. De plus, Charles songea que jamais Louis XI, terrorisé par l'alliance anglo-bourguignonne, n'oserait lancer les hostilités le premier. Or, bien au contraire, devant la menace, Louis XI devait attaquer avant qu'on ne l'attaquât, de façon à dissocier la coalition ennemie. Car l'objectif du souverain n'était pas d'éviter à tout prix l'affrontement, mais de toujours être en mesure d'abattre ses adversaires l'un après l'autre. Pour ce faire, le roi de France devait garder l'initiative et saisir toutes les opportunités.
Ainsi, lorsque Charles le Téméraire, confiant, accorda 15 jours de trêve supplémentaire à l'échéance du 31 juillet, Louis XI saisit l'occasion. Le roi de France, en effet, avait calculé que le duc de Bourgogne, affairé en Hollande, n'aurait pas le temps de mobiliser ses troupes rapidement. Ce délai devait permettre aux Français d'écraser l'armée bretonne, de recouvrer la Normandie et de soustraire le duché de Bretagne de la coalition. Toutefois, un autre problème persistait. Devant l'invasion de son allié par la France, la Savoie allait à son tour intervenir, ouvrant dangereusement le conflit à l'est du royaume. Mais Louis XI, prévoyant, imagina la parade. En juillet 1468, il demanda à son beau-frère, Galeas Sforza, duc de Milan, de déclarer la guerre à la Savoie. Par conséquent, trop occupé à défendre ses frontières orientales, la Savoie ne pourrait entrer dans le conflit contre la France. Louis XI pouvait donc se lancer. Le 16 juillet 1468, au lendemain du terme de la trêve avec la Bretagne, 3 armées royales franchissaient la frontière du duché. Nicolas d'Anjou posait le siège devant Ancenis, cependant que l'amiral de Bourbon envahissait la Normandie sous occupation bretonne. Tardivement alerté par un François II désemparé, le duc de Bourgogne, revenu de ses ébats nuptiaux, se rua vers la frontière française, où il retrouva le 26 août 1468 son armée rassemblée à Péronne. Plus d'1 mois après le début de l'invasion, la Bourgogne était enfin prête à secourir son allié. Mais trop tard, le duc de Bretagne, submergé par les forces françaises, avait signé une trêve de 12 jours avec Louis XI le 21 août. Cette trêve arriva à point nommé pour le roi de France, car elle arrêta juste à temps les soldats anglais et bourguignons, fin prêts à rallier le conflit. En effet, si la Bretagne agressée concluait la paix avec son agresseur, ni la Bourgogne ni l'Angleterre ne pouvaient légitimement intervenir dans un conflit qui n'existait plus. Chaque camp rongea donc son frein, impuissant devant l'ardeur des Français. Il est vrai qu'en quelques jours, Bayeux, Coutances, Gavray et Vire avaient été reprises par l'amiral de Bourbon. Ancenis, pour sa part, était rapidement tombé entre les mains du roi Louis, laissant présager l'invasion de la Bretagne par l'armée royale. Ainsi, François II et Charles de France, écœurés de la conduite de leurs alliés, signèrent le 10 septembre 1468 le traité d'Ancenis. Au terme de cet accord, Charles de France, ployant sous l'autorité des États généraux, renonçait définitivement à la Normandie. En échange, un nouvel apanage lui serait confié par l'entremise de Jean de Calabre, également chargé de s'assurer que toutes les clauses du traité seraient bien appliquées par les deux parties. Le duc de Bretagne, de son côté, désavoua implicitement l'alliance avec l'Angleterre et la Bourgogne, en ne faisant mention d'aucun de ses alliés dans l'accord. La Normandie revenait donc au domaine royal, tandis que la Bretagne entrait en neutralité. La victoire de Louis XI était donc totale. Apprenant les termes du traité d'Ancenis, Charles le Téméraire s'en trouva des plus indignés. Sans les ducs de Bretagne et de Bourbon à ses côtés, la Bourgogne ne disposait plus d'aucun allié puissant sur lequel s'appuyer en France. La reprise en main de ces princes par le roi avait ainsi contribué à isoler diplomatiquement le duché de Bourgogne, au point de fragiliser grièvement sa position. De plus, dans cette affaire, le duc Charles se sentait profondément humilié. En sous-estimant l'habileté de Louis XI, en ne parvenant pas à respecter ses engagements à l'endroit du duc François, Charles de Bourgogne n'avait pas honoré son alliance avec la Bretagne. Son honneur était atteint et sa réputation salie. Du reste, le Téméraire pouvait maugréer d'avoir fait rassembler à grands frais quelques 20 000 hommes à Péronne en vue d'une intervention qui ne vit jamais le jour. Pour le nouveau duc de Bourgogne, l'échec était cinglant. Le 29 septembre 1468, au terme de 3 semaines de combat, les Bretons quittaient piteusement la Normandie, qui revenait définitivement au domaine royal. La victoire était complète pour le roi de France. Une fois encore, s'était manifestée la puissante capacité de Louis XI à actionner judicieusement levier politique et levier militaire dans la résolution d'une crise grave. En préparant méthodiquement le terrain par la convocation des États généraux de Tours et la neutralisation des alliés de la Bretagne, Louis XI se contenta, en premier lieu, de fragiliser politiquement la coalition adverse afin de mieux la frapper en temps opportun. Il put ainsi la briser militairement au moment où ses ennemis étaient le plus divisés et le plus vulnérables. Par ailleurs, la fulgurante intervention de Louis XI ne fit pas couler le sang dans cette Normandie reconquise, ce qui lui évita de se mettre à dos la population. Ainsi, dans cette affaire, les pertes furent minimes pour une victoire politique décisive. Il ne restait plus au roi de France qu'à rencontrer le duc de Bourgogne afin de le dissocier à son tour de son allié anglais. Cette entrevue était déjà entendue, elle aurait lieu à Péronne.